Bonus. Trax. Bienvenue dans l'art de l'incident. Pour le résumé de l'épisode précédent, je voulais utiliser l'IA, mais il s'avère que ça a été, un peu compliqué. En réponse à ma requête, elle m'a laissé tout simplement ceci. L'IA que vous essayez de joindre traverse une crise existentielle. Elle n'est donc pas disponible pour le moment. Faites comme si j'avais pris la mer. Ça recommence. Il faut qu'ils arrêtent de me déranger, ces tas de cons. Wow. À chaque fois, je suis détraqué. Ok, donc ça c'était le message. C'était pas hyper sympa, hein, le tas de cons, moyen apprécié. Mais bon, je vais donc devoir m'y coller. C'est quand même tellement mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour soi. Mais bon, Bon, ça sans doute que les gens utilisent l'IA. Je sais pas. Donc, si vous vous rappelez du dernier numéro, vous devez vous souvenir que nous nous étions laissés sur un léger sentiment d'échec. Alors que c'était l'enjeu de l'épisode, nous n'avons pas réussi à définir notre personnage principal. Nous avons bien lancé quelques pistes, mais au bout du compte, aucune ne nous avait vraiment emballé. Pourtant, tout n'a pas été un échec, comme vous l'avez entendu. Il y a beaucoup d'éléments du scénario qui ont émergé, qui devraient nous servir aujourd'hui. Je vous résume donc l'histoire. C'est toujours un récit d'horreur où l'eau est contaminée par un élément étrange qui transforme tous les êtres vivants lorsqu'ils la boivent ou lorsqu'ils en sont aspergés. Notre personnage principal est ce que l'on a appelé un dealer d'eau. Il gagne de l'argent en remplissant les piscines avec cette fameuse eau contaminée tirée d'un lac voisin, alors que l'endroit où ils habitent subit une sécheresse lourde. Maintenant, voici les quelques idées qui ont été lancées lors de la dernière session qui, je pense, pourraient nous servir pour faire avancer notre histoire. Donc je vous les cite pêle-mêle. Une soirée d'ados bourgeois au bord d'une piscine, des éco-terroristes, un concours de t-shirts mouillés, un pistolet à eau dans l'œil, une photo d'un enfant qui flotte dans le lac, un conflit de génération, un barrage hydraulique, et ma préférée de toutes, un feu de forêt et des canadaires. Maintenant que vous avez tout ça en tête, il est temps de vous présenter mon binôme sur ce projet. Thibaut, comment ça va Thibaut ? Eh ben écoute, très bien mon con, parce que je crois qu'il faut qu'on s'appelle comme ça maintenant du coup. À cause de cette maudite IA qui nous insulte impunément. Clair. Allez, avant de commencer la réflexion sur notre histoire, je vais commencer par une question. Et celle-ci, c'est, je voudrais savoir quels sont les récits d'horreur qui t'ont le plus marqué et qui pourraient peut-être, ou pas d'ailleurs, t'inspirer pour ce projet. Super question. Moi, j'ai un rapport un peu particulier à l'horreur parce que, notamment quand on parle de films, mes parents ne me laissaient pas regarder des films qui étaient trop violents ou trop horrifiques. Donc, j'ai découvert un certain nombre de classiques sur le tard, après avoir été, comment dirais-je, initié à tout un tas de genres, et je pense même assez tardivement dans ma cinéphilie plus générale en fait. Donc, les récits d'horreur qui m'ont marqué, c'est un peu soit pour leur vraiment maestria, soit pour leur aspect un petit peu technique, tu vois, parce que je sous-estimais vraiment ce que pouvait être le genre. De mon point de vue extérieur, j'avais juste l'impression que c'était pour se faire peur, un peu comme des montagnes russes, et je pense que c'est un des éléments de l'horreur, mais c'est pas que ça. Et donc c'est arrivé vraiment sur le tard, et on va dire quand j'étais plutôt un jeune adulte ou un ado tardif. L'un des premiers trucs qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est le premier Alien. Parce que en tant qu'amateur et très gros consommateur de science-fiction, cette rencontre entre les deux genres m'avait beaucoup parlé et aussi pas mal impressionné. J'avais toujours été traumatisé par le design de la créature que je connaissais avant de voir le film, donc ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et après, c'est un petit peu au fur et à mesure des films, dans des horreurs un peu très différentes, que ça soit, je sais pas, ce que tu peux trouver chez Lynch ou même... Ensuite, j'ai attaqué, il y a que quelques années, tu vois, les grands classiques type les Halloween, les Freddy, tu vois, tous ces trucs-là, j'avais pas vu, quoi. Donc en fait, je rattrape petit à petit la chose, et j'ai rattrapé limite un peu en même temps qu'est né, tu sais, ce nouveau genre de l'horreur, de elevated horror, peu importe comment on l'appelle, toute cette vibe un peu A24 et tout qui nous a rattrapé les dernières années. Donc moi, en parallèle, j'avais un peu cette nouvelle horreur que j'avais envie de découvrir parce que les réals, je les connaissais ou ça me parlait. Et je me disais, tiens, en fait, je suis dans la nouvelle école, mais j'ai jamais trop été regarder ce qui s'est fait avant. Donc j'ai fait cette découverte-là. Mais j'ai pas eu de gros trucs qui m'ont marqué comme Alien a pu me marquer. Maintenant, je sais que j'ai des vrais trucs de terreur un peu plus enfantines sur des films. Enfin, pas que des films d'ailleurs, mais des trucs plus anciens. Du style, je sais que quand j'ai lu
le Horla ou Thérèse Raquin, dans lesquels il y a des histoires de fantômes plus ou moins, on va dire, explicites. Genre, ça m'avait vraiment flippé de lire ça, tu vois, dans un cadre scolaire où t'as plutôt l'habitude de lire des trucs que tu trouves chiants et de me dire, waouh, putain, c'est horrible, ce truc qui te revient te hanter et tout, toutes les nuits qui te rend fou. Genre, ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Grosse influence, je pense, sur la façon que j'ai de voir peut-être un peu les choses. Et puis aussi un truc que j'aurais envie de citer avant de te laisser la parole et savoir un petit peu ce qui toi t'a marqué, mon cher David, c'est un truc plus récent. C'est La Nuée, qui est un film français, dans le sens où il a permis, d'ailleurs une partie du pitch rappelle un peu ce qu'on est en train de travailler, mais qui mélange un peu le côté horrifique à la partie un peu campagne, isolée de la France, et en fait combine un certain nombre de sujets que j'avais trouvé super intéressants, le body horror, les créatures quand même, parce qu'il s'agit d'un élevage de sauterelles, quoi, pour faire de la protéine, et aussi cette espèce d'aspect vraiment social, commentaire social que peut avoir l'horreur, que souvent on a l'habitude de voir sous le prisme de l'Amérique, et notamment de cette période. Justement, on parlait des adolescents bourgeois dans ton résumé, mais c'est souvent cette période-là, quoi. C'est notamment dans les classiques, c'est souvent eux qui meurent en premier. Et là, je trouvais ça cool que ça soit aussi les petits ados de la campagne, que ça soit aussi une femme dont le mari agriculteur s'est suicidé, enfin, tu sais, des réalités plus françaises, en fait. Et ça m'avait marqué, peut-être moins pour le côté vraiment flippant, que pour le côté, même si je trouve le film assez flippant en l'occurrence, mais que pour le côté combinaison des thèmes. Et je trouve que c'est, alors que Troubi et d'autres ont tendance à considérer que l'horreur c'est un peu le genre le plus facile ou le plus simple, je trouve qu'il y a une espèce de malléabilité, de polyvalence en fait, qui est super appréciable, quoi. Donc voilà. Après, vu que j'ai découvert les films vraiment gore, vraiment flippants, plus tardivement, je peux pas dire avoir eu des espèces de claques traumatisantes telles que je regarde derrière moi. Souvent c'est des trucs vraiment c'est très ponctuel, quoi. C'est parce que t'es plus vieux et il y a pas tu sais, tu décortiques un peu le film au fur et à mesure que tu le regardes aussi, et je me suis jamais vraiment débarrassé de ça depuis mes années de journaliste, donc malheureusement j'ai pas une espèce de vraie terreur sincère depuis le premier Alien, quoi. Alors moi, quand j'étais enfant, on me laissait voir à peu près tout. Donc j'ai vu des films que j'aurais pas dû voir à l'âge à laquelle je les ai vus. Ça explique beaucoup de choses. Mais très vite, je savais qu'il y avait des genres dans l'horreur qui me plaisaient moins. Et aujourd'hui, je suis toujours pas attiré par ces genres-là. Genre le gore, genre tout ce qui est un peu trop... Slasher, t'aimes bien ou... Les slashers, j'aime bien, mais c'est pas le genre que je préfère, par exemple. Parce que je les trouve peut-être plus simples. Très codifié, quoi. Ouais, c'est ça. Donc j'ai pas le... Ça me parle moins. Ce que je préfère, c'est plutôt ce qui mélange l'étrange, le fantastique, le mystère, la tension. Je pense que beaucoup de thrillers sont en vérité des films d'horreur déguisés, quoi, ce que je veux dire. Ouais, c'est clair, ouais. Donc, quand tu vois Seven, et ainsi de suite, et je pense par exemple au cinéma de Na Hong-jin, par exemple, c'est de l'horreur à peine déguisée, quoi. Notamment son dernier film, je vais peut-être le citer. Mais bref, donc sur le coup, je me suis dit, bon, je vais regarder ma DVD Tech, et je vais regarder quels sont simplement les films qui m'ont plu, quoi. Les films que j'ai achetés, et je me suis dit, ceux-là, vraiment, il me reste quand même quelque chose, quoi. Donc évidemment, j'ai Alien. On est deux, du coup. Et après, je sais que de tous ceux qui m'ont marqué, je sais que j'ai vu, je crois que c'est sorti au début des années 2000 en France, toute la veine de l'horreur japonaise. Et donc Ring, ouais. Darkwater, pour moi, c'est l'un des plus grands films. Je l'ai vu et revu, et je trouve que ça repose pas sur le jumpscare, ça repose pas sur les codes, je dirais, américains. Et ça repose beaucoup plus sur l'étrange, sur l'ambiance. Il y a peut-être une dimension, parce que au final, je me suis rendu compte que ce que j'aime beaucoup dans l'horreur, c'est plus une horreur qui serait presque littéraire. C'est-à-dire que j'ai adoré les Stephen King. Qu'est-ce que j'ai sous les yeux ? J'ai le Thomas Ligotti, qui a été d'ailleurs ma première critique à l'époque de Sci Fantasy. Je vois le Lock and Key de Joe Hill. Je vois Something is Killing the Children,
que j'ai lu d'ailleurs il y a très peu, qui est vraiment tout ce que j'aime, c'est-à-dire un bon personnage, de la tension, un monstre monstrueux. Donc là, tiens, je regarde le DVD de Nightmare Alley, tu vois, j'adore par exemple la manière dont Del Toro fait ou raconte ses histoires, c'est-à-dire qu'il y met l'horreur, mais c'est pas son sujet principal. Il cherche pas à nous effrayer et à jouer sur les éléments de jumpscare qui sont au final assez artificiels. Alors quand ça marche bien, mais il y a vraiment certains films qui ont reposé principalement sur cet effet-là et sur l'effet de gore, quoi. Que là, j'ai Rec, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Ah, si, j'ai la série The Last of Us. J'avais envie de te parler justement de jeux vidéo, s'il y avait des trucs qui t'avaient marqué, parce que je sais que le fait de devoir pointer soi-même la caméra et d'être plus actif au sein d'un jeu vidéo, ça a, pour moi en tout cas, tendance à me renforcer justement ce sentiment d'insécurité que j'ai assez peu souvent devant des films, sauf quand je les vois dans des très bonnes conditions, type une très bonne salle où c'est le silence complet, tu vois. Ben, je pense que c'est là où j'ai eu mes plus belles expériences de récits d'horreur. Ouais. Je pense à The Last of Us, mais The Last of Us, c'est pas tant l'horreur, mais je pense principalement à Silent Hill, je l'ai souvent cité dans le podcast, mais c'est vrai que le Silent Hill 2, quand je l'ai découvert, c'était vraiment claque absolue, quoi. Alors après, je pense qu'aujourd'hui, il est très difficile à jouer. Il était déjà super chiant à jouer à l'époque, parce que t'avais, le personnage principal, c'était un tank, quoi. Il était horrible à manœuvrer, et je pense que ça accroissait l'idée de vulnérabilité. Ouais, des fois les mécaniques jouent finalement. Je sais pas comment ils vont faire pour le remake qui va sortir bientôt, mais vraiment, je me pose cette question sur est-ce qu'on va avoir un gameplay d'aujourd'hui et comment ça va rendre cette atmosphère-là? Parce que là, vraiment, à l'époque, tu jouais à la croix directionnelle et c'était vraiment un gameplay presque des années 80, tellement c'était un tank à manœuvrer, quoi. Mais d'un autre côté, quand t'étais poursuivi par Pyramid Head, il se passe quelque chose. T'avais beau avoir plusieurs heures de jeu, tu commençais à douter de tes touches, quoi. T'étais vraiment dans une tension folle, quoi. Et je sais que là, en ce moment, je suis en train de jouer à Alien Isolation, et là, c'est pareil, tu vois, je peux pas y jouer hyper longtemps. C'est trop dur. Alors que même, sans doute, l'esprit critique aujourd'hui est plus important qu'il ne l'était auparavant. Je vois, tu sais, toutes les mécaniques, je vois ce qu'il veut me faire faire, et ainsi de suite, tu vois, je comprends ce qui me pousse à faire. Et ça me saoule aussi, c'est-à-dire que je suis entre frustration et frayeur. Donc c'est pour ça que je peux y jouer que 20 minutes, parce que autrement, la frustration arrive trop vite et finit par gâcher la frayeur. Mais ouais, non, je suis beaucoup plus porté par ces récits. Et je pense que c'est pour ça aussi que l'histoire qu'on essaie de raconter, en tout cas, porte beaucoup plus ces empreintes-là. Et je pense et l'idée aussi, c'est qu'on va le questionner beaucoup plus là dans cet épisode, parce que je pense que c'est un des éléments qu'on n'a pas encore tout à fait questionné quand on va y arriver. Mais d'ailleurs, tiens, je vais peut-être balancer directement les objectifs de l'épisode, parce que vu que je commence à l'effleurer du doigt. Donc, l'enjeu de cet épisode, ce sera de mieux borner l'espace de notre réflexion. C'est ce que je disais auparavant. Pour nous pousser à être plus efficaces dans la création. On va essayer de faire à chaque fois un épisode où on se dit oh ouais, vraiment, pas top. Des bonnes idées, mais au final... pas top. Pas top. Donc, en gros, bah voilà, c'est le moment de faire un bilan et de tester toutes les idées que l'on a déjà avancées. Cool. Et comme d'habitude, comme vous le savez maintenant depuis 4 épisodes, on n'a qu'1 heure pour ça. Et avant de se lancer dans la réflexion, il est temps de nous mettre un petit peu dans l'ambiance, et donc c'est moi qui ai choisi la chanson, et je vous lance quelques notes déjà. Me
Et donc j'ai choisi la chanson Me and the Devil de Soap and Skin, qui est une compositrice autrichienne. Alors j'avais hésité entre deux genres. Soit celui pour booster un petit peu quand on a besoin d'écrire des fois c'est une chanson très rythmée ou qui est un peu entêtante, parce que quand j'écris souvent j'ai tendance à mettre qu'une chanson en boucle pendant 4 heures. Ouais. Et je suis sourd à la fin, mais ça a rythmé, tu sais, là, ça a syncopé, ça a créé une rythmique particulière. Et puis, en cherchant, je me suis dit, j'arrivais pas à trouver cette chanson qui booste, et puis j'avais donc cette chanson, Me and the Devil, et au final, je me suis tourné vers l'autre aspect qui est celle qui inspire au final. Et donc, quitte à chercher une inspiration, voici la première question qui va ouvrir le bal. C'est quelle ambiance tu veux donner à l'histoire que l'on est en train d'essayer de raconter? Tu veux dire dans l'horreur en particulier ou de manière générale? Bah, je me suis posé la question de savoir si... Parce qu'il y a, comme on a dit tous les deux au début, il y a plusieurs horreurs qui nous plaisent, tu vois. Mais ça peut être une horreur qui est beaucoup plus portée sur l'action, une horreur qui est beaucoup plus psychologique, comme beaucoup les films de A24 par exemple. C'est plutôt quoi vers quoi toi tu tends? Parce que, tu vois, par exemple, pour la création du personnage, si on prend un truc beaucoup plus aliens qu'alien, par exemple, tu vois, les personnages ont des réactions différentes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, tel qu'on l'avait imaginé jusqu'ici, en tout cas ça pourrait changer, mais tel que je visualise le truc qui prend souvent des formes très floues et c'est un peu au fur et à mesure des étapes que ça se clarifie chez moi. J'aime beaucoup cette promesse de manière générale dans la fiction d'une progression, tu vois. Et j'aime bien quand arriver dans un récit et sentir que si c'est pernicieux au début, ça peut être très intéressant d'avoir une horreur qui le reste tout au long, qui est assez subtile, assez psychologique. Mais à l'inverse, j'aime bien aussi qu'on commence parfois calme, pernicieux, subtil, et qu'on monte en fait, si tu veux, dans les tours, et qu'il y ait une espèce d'augmentation de régime comme ça, pour avoir finalement ce côté justement fête foraine dont on pouvait parler tout à l'heure. Et c'est un peu comme ça que j'avais visualisé le film, c'est-à-dire pas un film qui est oppressant de bout en bout, un film qui a une espèce de rythme, comment dire, un peu crescendo, dans lequel on aurait envie de suivre ce personnage et de le voir réussir. Là où souvent les trucs psychologiques, je trouve hyper bien, mais aussi hyper éprouvant pour les nerfs et les personnages. Ouais. Et ça crée une ambiance qui est totalement différente. Je pense que tu sors du film un peu abattu ou lessivé. Et j'aime bien sortir des films d'horreur un peu exaltés quelque part, tu vois, par la victoire du personnage, ou en tout cas, quitte à ce que ça soit une fausse victoire, mais que tu vois, qui est une espèce de lueur d'espoir quand même au fond. Généralement, ça me fait quand même tenir. Et j'ai tendance à trouver les spectacles trop, on va dire, dans la débauche, que ça soit, tu vois, dans le jumpscare, ou dans l'aspect psychologique, ou dans l'aspect gore. Quand c'est trop d'une seule note, si tu veux, j'ai tendance à trouver ça peut-être moins intéressant. Mais c'est bizarre, parce que je pense que les gros classiques que les gens aiment, c'est vraiment des trucs qui sont sur un créneau, mais qui le font tellement bien que ça enterre tout le reste, tu vois. Mais moi, je sais que j'ai toujours tendance à créer cette espèce d'idée de progression, et j'aime bien commencer à placer des petites billes et faire en sorte que ça monte, tu vois, progressivement. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est comme ça que je visualisais peut-être aussi un récit, tu vois, qui commençait à la campagne, un peu sur des trucs quelque part un peu anodins, et que l'horreur, par contre, tout comme l'eau, tu vois, on se rend compte, c'est un lac dans un coin, on risque pas grand-chose. Oui, mais l'eau, elle est dans nos bouteilles, elle est en nous, elle est dans les... Enfin, tu vois, elle est partout autour de nous, et créer ce truc, finalement... assez flippant. C'est souvent comme ça que fonctionnent les meilleurs récits d'horreur, c'est quand il y a une espèce de mécanique. C'est pour ça que je voulais parler de jeux vidéo aussi, parce que c'est très jeux vidéo dans l'esprit, souvent les films d'horreur. Il y a vraiment un côté, il faut que ça construise le récit, que ça nourrisse le récit, et qu'en retour, le récit nourrisse l'horreur. Et il y a un côté souvent comme ça, une espèce de boucle qui est assez intéressante. Et on parle de boucle de gameplay, voilà, pour le jeu vidéo. Je pense que c'est pas anodin d'utiliser un petit peu ces mêmes termes. Donc je visualisais bien quelque chose de ce genre-là, du style, ça va pas faire pur, le truc de David et Thibaut, c'est un truc sur un lac, tu vois, et au final, potentiellement, tu te sens
pas en danger, et c'est ça qui crée finalement l'horreur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais je pense qu'on l'a déjà, au final. Je pense que depuis le début, c'est autour de ça qu'on tourne. C'est-à-dire que l'idée du crescendo, on l'a sur le fait que, notamment tout à l'heure, je pense qu'on va reparler des Canadaires, mais je pense qu'on a ça. C'est-à-dire qu'on cache d'abord la monstruosité dans quelque chose de quotidien jusqu'à devenir quelque chose d'assez... Spectaculaire. Ouais, c'est ça. Complètement. Donc au final, on est plus Aliens que Alien. Ouais, c'est vrai. Après, je me trahis parce que Aliens, c'est mon film préféré, tu vois, de la saga et loin devant les autres, même si je les aime vraiment tous, sincèrement, et que je trouve vraiment tous intéressants. Je pense que il y a aussi, c'est la parenthèse entre guillemets un peu hot take, mais il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais Aliens fait moins peur que Alien. Et en fait, je pense que quand on dit ça, c'est peut-être par rapport à la créature, le xénomorphe lui-même. Ouais. Mais je trouve Aliens proprement terrifiant. Enfin, je veux dire, la scène de quand il rentre dans la ruche, que ce soit le décor, le fait que tu sais, la multiplicité des points de vue avec les caméras qu'ils ont sur l'épaule ou sur leur casque, je ne sais plus exactement, et le fait que voilà, il y a un certain nombre de personnages qui disparaissent à ce moment-là, les cris, les bruits, tu vois. Enfin, je trouve qu'il y a un côté, c'est pas le même genre d'horreur, mais je pense que c'est quand même proprement flippant. On a tendance, ces scènes sont devenues cultes et sont tellement citées dans tellement de choses maintenant ailleurs que ça leur a peut-être enlevé une partie de leur majesté, mais si on se replace dans le truc de l'époque, et notamment moi la première fois que je vois pourtant vers 18-19 ans, tu vois, le film, je me dis mais les gens qui avaient dit une fois que t'as survécu au 1, ça va, les autres font pas peur, en vrai ils font tous peur chacun un petit peu à leur manière, même celui de Jean-Pierre Jeunet quand les aliens nagent par exemple. Je trouve que le principe de créer une créature que tu connais très bien, mais de la mettre dans un nouvel environnement et montrer qu'elle s'y adapte très bien, c'est flippant de fou, tu vois. Ouais. Après, c'est pas le même genre d'horreur, mais du coup, je suis assez d'accord avec toi. Par contre, effectivement, on sera plus Cameron que Ridley Scott, visiblement. Mais je pense qu'on était déjà plutôt Cameron que Ridley Scott. C'est vrai. Mais il y a une question que je me pose depuis le début, je sais pas si on va pouvoir y répondre maintenant, c'est comment il va survivre. Je trouve que là, j'ai pas l'impression qu'on fait de bilan, et donc je contredis déjà mes propres objectifs, mais c'est la question que je me pose depuis un moment. C'est qu'on voit, en gros, on commence à donner des éléments de comment on va pouvoir jouer avec l'eau sous différents aspects, d'ailleurs des aspects un peu ludiques et des aspects un peu presque oppressifs. Mais je me suis posé la question de c'est quoi les créatures au final ? C'est quoi cette horreur ? Et comment en survivre ? Ouais. Bonne question. Après, là, ce qui m'est venu en tête, je vais te le dire parce que l'avantage de ce podcast, c'est souvent quand tu me poses des questions, j'ai une réponse. Enfin, c'est toujours comme ça que je réfléchis. Hein. Quand on me pose une question, je commence à visualiser les trucs et tout. Et souvent, j'ai des exemples précis en tête si on parle d'une série précise ou si on discute de cinéma, tu vois, sans micro. Mais là, vu qu'on parle de notre projet, j'ai visualisé un certain nombre de trucs. Déjà, moi, on avait parlé de l'idée que l'eau puisse muter les gens et qu'il y ait une espèce de body horror autour de ça, tu vois. Peut-être que ça déréglerait, tu vois, même si on l'explique pas dans le film, mais on pourrait imaginer que nos corps sont faits d'eau, cette eau-là bizarre va agir avec l'eau à l'intérieur de nos corps et nous rendre, par exemple, je dis n'importe quoi, mais c'est intéressant peut-être en termes de body horror, tu vois, un peu semi-liquide, tu vois, dans le sens où, je sais pas, on s'étale un peu partout, dès que tu touches quelqu'un, il déteint sur toi, ou potentiellement il peut traverser une partie de ton corps, enfin je sais pas, c'est un petit peu dégueu dit comme ça, mais tu vois, un côté vraiment très presque comme justement dans Aliens, tu vois, l'acide, tu vois, qu'ils font sur les armures des Marines, et il faut enlever l'armure, parce que tu vois, t'as un truc avec le liquide qui est super intéressant. Alors après, on n'est pas dans des questions de budget, ce serait peut-être compliqué à mettre en scène de manière convenable, mais je voyais un truc un peu comme ça, ce qui me rappelait aussi un peu pas mal ce qu'a fait Garland sur Annihilation, où tu sais, t'as des mélanges de créatures, t'as des bruits étranges, en soi, c'est pas proprement dégueu, mais c'est ce mélange de, tu vois, du cri de l'ours qui est en même temps un cri humain, qui crée un truc bizarre, et je trouve que le côté fusionnant, agglutinant en fait des corps, ça pourrait être vraiment sympa. Et du coup, à l'inverse, j'imaginais notre perso pour se protéger, avoir cette espèce de montage un peu peut-être Evil Dead-esque, tu vois, de
tu prends une grosse parka, des gants de jardin ou je sais pas quoi, le Chatterton pour, tu vois, pas qu'il y ait de trous à aucun moment, ou alors tout ce qui résiste à l'eau, quoi, tu vois, un gros ciré ou que sais-je, je sais pas, pour avoir des looks un peu, justement, rigolos, tu vois, les gens qui auraient des couches et des couches sur eux-mêmes, alors que par ailleurs, on sait qu'on meurt de chaud, donc il peut aussi avoir un truc là-dessus où les mecs, ils étouffent à moitié, ils portent des masques de, je sais pas, de plongée, ou même... Enfin voilà, depuis le Covid, on a tendance à porter des masques quand il fait chaud. On sait ce que ça fait, c'est pas très agréable. Je voyais bien une espèce de truc un peu comme ça où les personnages doivent échapper à cette flotte qui est partout et qui potentiellement, dès qu'elle les touche, peut les rendre vachement plus vulnérables en fait. Ok, moi j'ai une idée qui m'est venue en tête. C'est leur représentation, c'est comme le corps des noyés. Ouais, par exemple, bouffi, déformé. Ouais. Oui, ça pourrait être proprement terrifiant. En fait, ça pourrait être un peu la même manière que avec ce côté champignons et crustacés. Crustacés, je sais pas, un peu moins. Enfin, ça m'évoque des fois des coraux, tu sais, dans les créatures de The Last of Us, tu vois. Ouais. À côté, c'est des zombies, mais il y a quelque chose de végétal ou de animal en eux qui est assez flippant. Et je pense peut-être on pourrait retrouver cette espèce de même énergie de dire c'est comme une sorte de zombie, c'est une déclinaison, mais un peu effectivement avec tout ce qui est dégueu dans effectivement ce qui arrive à des gens qui se noient, quoi, tu vois. Et effectivement presque le côté aussi est-ce que tu la vois, David, la scène avec la flotte qui coule le long d'un, je sais pas, d'un carrelage, oui, d'un machin, avant même de voir la créature, tu vois ce que je veux dire, Non, mais parmi les 1000 références, là, je t'ai cité Darkwater, mais moi depuis le début de ce projet, Darkwater fait partie de mes références. Je l'ai pas vu du coup, mais il faudrait que je veuille voir ça alors. Mais j'ai très peur de toute l'horreur plus qui vient de l'Orient là. Moi ça me fait trop peur, les mecs ils sont trop forts. Donc non mais je pense que j'aime bien l'idée des corps noyés. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le zombie, mais on est dans quelque chose. Ce qui serait intéressant, c'est même de voir comment... Tu te noies dans ta propre eau. Ouais, non, c'est pas mal, parce que ça renvoie à cette idée de zombie. C'est pas des zombies, on comprend. Et ce que j'aime bien, c'est le fait que le corps, tu sais, quand il est juste aspergé, peut avoir ce côté un peu noyé, sans que tu t'en rendes compte au départ. C'est comme quelqu'un qui serait infecté par un zombie, tu vois, ou le zombie. Ouais, la peau peut devenir d'une autre couleur au fur et à mesure, ou des choses comme ça. Ouais. Ouais, c'est cool. Hein. Ok, ça c'est bien ça. C'est important de pouvoir communiquer des références pour avoir taffé dans le jeu vidéo, tu vois, pas spécialement pour des jeux d'horreur, même si c'est un jeu Aliens, donc peut-être c'est un petit peu connexe à tout ça, mais il y a souvent besoin d'espèces d'images fortes que tout le monde est capable de comprendre. J'insiste là-dessus, parce que c'est un vrai art à part entière de savoir. Parce que tu peux dire, oui, ok, c'est l'eau et tout, mais c'est hyper conceptuel quand tu y penses. Alors que si tu dis des trucs aux gens du style, c'est comme un zombie, mais faut plutôt imaginer quelqu'un qui est en train de se noyer dans sa propre flotte, tu vois. Tout de suite, se noyer dans sa propre eau, il y a un côté très bizarre, tu vois. Tu peux pas vraiment y échapper. Et puis tout le monde a ces images ne serait-ce que des séries policières où il chope un cadavre dans la rivière et du coup le corps il est boursouflé, il est violacé, il a des couleurs, il y a des rejets, des trucs bizarres, tu vois. Donc je pense que ça évoque pas mal de choses et tout en étant assez simple à prononcer, tu vois. T'as pas besoin d'expliquer aux gens en long, en large et en travers, et je pense que des concept artistes s'en donneraient à cœur joie sur les trucs dégueux à partir de ce brief. Ouais, je pense aussi, ouais. Et comme tu dis, c'est facile tout de suite à capter, t'es moins dans l'abstrait. Je pense que c'était un peu le problème jusque-là, c'est qu'on avait beaucoup d'idées, mais on avait aussi beaucoup d'éléments sur lesquels on était encore resté dans l'abstrait. Et là, tout d'un coup, ouais, tu vois, là tout de suite, on voit ce que ça peut donner. Et d'ailleurs, peut-être qu'on va pouvoir essayer de jouer aussi avec, tu vois. Complètement. Ok. Maintenant, quand j'ai monté le podcast, on a parlé donc du Canadair et des feux de forêt. Ouais. Et je me suis dit, si on veut l'utiliser, il faut que on le build up. On peut pas utiliser le Canadair à la fin du film. C'est comme une cerise sur le gâteau, le retournement surprise. Je pense que ça a de l'intérêt parce que ça nous montre deux choses. L'utilisation du Canadair, c'est ça justifie la sécheresse, ça justifie dès le départ des feux de forêt, le fait que l'eau devient une denrée précieuse parce qu'elle est là pour assurer la survie de la totalité d'un village, d'un groupe. Donc je pense qu'elle est super importante et je pense que c'est là peut-être qu'on va pouvoir faire revenir le frère qui avait disparu jusque-là. Parce que
tant qu'à faire, autant que ce frère-là soit pompier. Soit pompier, soit conducteur de Canadair. Pour montrer que déjà, peut-être on peut commencer déjà par une ville entourée par des feux de forêt, avoir comme ça cet enjeu-là entre une personne qui dit ouais, c'est pas grave, je récupérerai l'eau pour que des jeunes cons aillent remplir leur piscine, et l'autre qui est vraiment dans cette eau-là, ça va me permettre de sauver le village et le gars et sa piscine en question. Donc je m'étais dit, il nous faut un build-up, parce que je le vois pas arriver, et en plus, dans ce build-up-là, je trouve que c'est super intéressant dans le côté, quand la révélation va se faire sur la menace que représente l'eau, sur le dilemme qu'il va y avoir. C'est est-ce qu'on laisse tout cramer, ou est-ce qu'on asperge d'eau, faune et flore, et malheureusement... Ça va, de mal en pis. Voilà. Ouais. J'aime bien l'idée que les Canadair soient amorcés relativement tôt dans le récit pour éviter de tomber dans le côté Deus Ex Machina de ces engins-là. Après, par rapport aux frères, idée intéressante aussi de le ramener, tu vois, un mec qui vole l'eau, l'autre qui combat le feu, un truc assez intéressant, on est sur de la symbolique un peu de comptoir, mais ça peut plutôt bien fonctionner. Après, je sais pas trop du coup dans quelle mesure ça peut ne pas aussi griller l'aspect surprise, ou même créer quelque chose de moins ironique. Parce que l'idée que j'avais avec ces Canadair à l'origine, c'était vraiment de se dire, en fait, à la fois, ça représente, comme tu le disais très bien, David, l'opportunité pour la ville c'est son salut, quoi, tout simplement, en fait. Et en même temps, on sait très bien que ça va être compliqué pour elle si elle est aspergée d'eau. Donc, quelle décision ? En vrai, pourquoi pas ? Enfin, tu vois, tel que tu le dis là, je resterais assez prudent, mais quand même relativement curieux sur ce que ça pourrait donner avec un frère pilote de Canadair, par exemple. Je me demande si le fait de les avoir quand même un peu comme une sorte d'intervention divine, pas tout à fait cachée, mais tu vois, on en parle avec toute l'espèce de narration parallèle qu'on peut avoir dans les films, donc... les spots TV, tu vois, les alertes, incendies qu'on peut avoir, c'est une fausse alerte, etc. Je pense que ce petit supplément film catastrophe aussi, dans notre projet, pourrait être super intéressant. Et puis, je pense qu'en fait, dès la première scène, c'est hyper facile d'imaginer que quand notre personnage va chercher de l'eau, il y ait quelqu'un qui lui fasse une remarque sur le fait que l'eau elle est là pour les Canadair parce que la région est sous haute surveillance, et quand je dis quelqu'un, ça peut juste être la radio qui tourne pendant que lui il est avec sa pompe, tu vois, par dessus, ça peut être amené je sais pas s'il y a besoin en fait d'incarner les Canadair, pour le dire hyper basiquement, mais peut-être que ça pourrait amener un truc plus pertinent. Tu verrais comment si t'incarnais ce personnage là, mais peut-être que c'est pas trop le sujet pour cette semaine, donc au pire... De quoi, le frère, tu veux dire ? Ouais, comment tu le ferais intervenir ? Mais encore une fois, si c'est mais pas moi, trop je pense sujet que pour cette semaine... Dès le départ, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que ces deux personnages sont déjà... Un récit, c'est de la friction. Et ces deux personnages sont déjà une friction. Le fait que l'on ait... Je pense que l'histoire commence tout de suite déjà par un feu de forêt. Parce que, comme ça, ça nous fait croire que c'est ça la menace, alors que la menace n'est pas là. Et... En plus, ça accroît la dimension immorale de notre personnage principal. On joue aussi avec cette idée que il commet un acte immoral. Et là, je pense que l'on justifie d'autant plus cet acte immoral-là. Yes. Parce que le feu de forêt est là, parce que... Et puis, comme ça, on a ces deux opposés qui, au final, ne sont pas opposés. Ce que je veux dire, à un moment donné, ce sera peut-être intéressant de les lier pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que l'un est le colporteur de la menace, mais le deuxième aussi. Oui, c'est clair. C'est vrai que c'est assez intéressant. C'est pour ça que malgré... Enfin, tu vois, spontanément, j'aurais pas ramené ce personnage-là, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez assez cool là-dedans, effectivement. Et puis je me dis aussi, il faudrait se renseigner sur l'aspect technique. Je l'avais un peu fait parce que j'avais une histoire que j'ai pitchée il y a longtemps qui impliquait un Canadair dans une autre approche, mais il me semble qu'en fait, ils ont ces espèces de pompes ultra rapides justement pour capter l'eau, tu vois. Donc peut-être que tu peux imaginer que en fait c'est comme ça que le frère qui vole l'eau a eu l'idée et qu'il a récupéré je sais pas s'il y a des cimetières ou des garages d'hydravions, mais tu vois, j'imagine qu'il pourrait avoir volé la pompe des trucs et il a foutu ça sur une remorque de tracteur et c'est y part, quoi. C'est une super idée, ça.
Parce que ça Donc, accroît carrément à l'immoralité, c'est-à-dire que le gars se sert, il en a rien à faire, quoi. Ouais, c'est cool. Après, j'ai du mal à voir comment le deuxième frère, du coup, le pilote ou pompier, pourrait jouer en fait avec le film. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un autre récit parallèle sur d'autres, tu vois, les feux de forêt peut-être un peu plus larges dans la région et de temps en temps, ça nous permet d'entrecouper ça. Est-ce que lui-même, il a sa propre plotline, tu vois, genre, ça ramène un peu de complexité, mais c'est peut-être pas inintéressant dans le sens où pour avoir cette idée de progression, c'est bien aussi de pouvoir aller plus loin, voir un autre point de vue. Ouais. Et il n'y a pas de meilleur point de vue quelque part que celui très aérien d'un pilote, quoi. C'est quand même vraiment pas mal, quoi. Ouais, et la question, c'est de savoir, est-ce que c'est un personnage principal secondaire ou est-ce que c'est juste un personnage secondaire de loin, quoi. Mhm. Et effectivement, ça, j'y avais pas songé. Mais après, peut-être que ça peut être l'objet d'un autre podcast en soi, savoir quel degré d'importance celui a par rapport à ce récit, notamment dans tout ce qu'on a aussi abordé, parce qu'on parlait de frères, mais on avait aussi parlé des questions de genre, on avait parlé potentiellement qu'il y avait un couple, un enfant, tu ouais, vois, c'est ça, ouais. ça peut être réincarné de plein de... Ce deuxième personnage pourrait se réincarner autrement que comme un frère un peu Deus Ex Machina qui arrive avec son hydravion, tu vois, et qui permet d'expliquer la backstory de l'autre perso. Ça pourrait aussi être un perso qui est complètement différent, mais qui existe parce que il est connecté au personnage par plus d'une seule manière, quoi. Au-delà des liens du sang, il peut avoir un truc assez intéressant, quoi. Ouais, par contre, tu vois, j'étais en train de me dire, parce que là, on cherche aussi la fin de l'histoire, et quand on crée un projet, je trouve que avoir la fin, ça te crée la direction. Ouais. Quand même, tu prends un autre chemin au bout d'un moment, c'est un peu ce qui nous manque aussi, c'est cette direction. Ouais. Et je vois bien, alors, c'est une image qui m'est venue, c'est la fin, c'est les deux frères qui sont dans l'hydravion, qui survolent, qui quittent le village en feu. C'est-à-dire que la seule solution, c'est laisser les flammes. Laisser les flammes. Ouais. Ce qui fait un renoncement pour les deux, quoi. Ouais, mais effectivement, c'est ce que j'imagine depuis le début qu'on ait mentionné ce foutu hydravion, quoi. Ça paraît assez bien, quoi. Dans le sens où tu peux très bien avoir aussi une scène de fin alternative, post-générique ou que sais-je, ou même une suite où on explique que y a une caserne qui a pas lâché les feux l'eau, pardon, parce que elle est dirigée par ce deuxième personnage qui est au courant, mais en fait les autres l'ont fait juste après, tu vois, où les flammes ont fini par toucher l'eau, tu sais, dans ce truc des fois le feu peut passer au-dessus des cours d'eau, etc. Tu vois, qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Ouais, bon, on est déjà en train de parler d'une suite, là, David. Et puis tout simplement, le cycle de l'eau, c'est-à-dire que ton eau, elle est transformée en quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'en vérité, t'as amené le problème peut-être plus loin. Elle s'est évaporée. Et ouais, c'est ça. Et ouais, bien vu. Ouais, cool. Bah après, je suis assez d'accord sur cette direction-là et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez spectaculaire dans l'idée de repartir en avion, de s'arrêter sur l'eau, de potentiellement avoir aussi c'est le petit moment The Rock, tu vois, mais genre en mode il faut pas libérer l'eau, tu vois, genre faire un espèce de truc autour de ça pourrait être un peu sympa, quoi. Ok. Hey, on avance, disons. Qu'est-ce qu'on pourrait aborder comme autre sujet? Est-ce qu'on revient sur le personnage principal? Bon, là, on a les monstres. On a une fin potentielle. On a un nouveau personnage. On n'en avait plus. Est-ce qu'on revient sur le personnage principal? Parce que là, il a tout d'un coup pris une dimension... En tout cas, on a justifié un peu plus, je trouve, son immoralité. Mm-hmm. Et ça, je trouve ça cool. Qu'il ait quelqu'un de proche, c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de... peut-être accroître paradoxalement sa dimension solitaire, ou en tout cas marginale, parce qu'un pompier, c'est quand même beaucoup plus inscrit dans une société qu'un type qui vole de l'eau pour remplir les piscines. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut traiter d'autre? Est-ce que j'ai dans mes notes quelque chose, à moins que tu aies une idée En vrai, peut-être que revenir sur le personnage principal, ce serait pas déconnant en fait par rapport à c'est ce que je me dis. Qu'est-ce qu'on distribuerait entre lui et un autre personnage secondaire, tu vois. Donc, je sais pas. Après, l'avantage aussi, c'est qu'on met, pour vous raconter la partie making-of, mais un petit peu de distance entre ces enregistrements, c'est que je sais plus exactement ce qui nous a vraiment bloqué sur le personnage principal, tu vois. Donc, sur le personnage principal, ce qui nous a bloqué, c'était que contrairement aux précédents épisodes, aux deux précédents épisodes,
on était arrivé sur à chaque fois, en gros, on finissait l'épisode sur une grosse idée qui allait driver en vérité ce qui suit, quoi. Le dealer d'eau dans l'épisode 2, le fait qu'on ait établi en vérité les premiers éléments de l'horreur autour de l'eau dans l'épisode 1. Là, le truc, c'est que le 3e épisode, j'avais axé sur le fait qu'il va falloir qu'on questionne le personnage pour le définir, et au final, on n'était pas convaincu par savoir qui il était vraiment. Est-ce que c'était un père de famille ? Est-ce que c'était un vieux ? Est-ce que c'était donc quelqu'un d'isolé ? Mais peut-être qu'au final, la question, on l'avait peut-être mal posée. Peut-être qu'il faut aussi savoir quelle valeur il a, peut-être dans le récit. Ouais, c'est ça. La valeur qu'il a dans le récit, c'est que c'est notre vecteur au niveau de l'action et de cette progression, peut-être dont on parlait tout à l'heure. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est lui qui va être sur le terrain, là où le personnage d'un pilote canadair, pompier, peu importe comment on l'appelle, serait peut-être lui un petit peu plus distant, a des armes visiblement pour se protéger des flammes, potentiellement est quelqu'un de plus, aussi comme tu disais, intégré à cette société. Il y a une sorte d'écart entre les deux personnages qui se crée qui est vraiment pas inintéressante. Donc moi je le vois un petit peu comme une sorte d'incarnation du spectateur qui va être un petit peu malmené par notre histoire, là où l'autre frère peut avoir, si c'est le frère, mais en tout cas l'autre personnage peut avoir une espèce de distance qui crée des respirations, qui crée aussi bien pour lui que pour le spectateur, parce qu'il se sent moins menacé, parce qu'il se sent plus armé par rapport à la situation. Mais en fait, cette situation-là, il y aura un écart entre les deux personnages, c'est qu'il y en a un qui la vit et très rapidement comprend que ça va partir en couille et que l'eau ne sera pas une solution, là où l'autre, de manière, on va être assez, de par son travail, et puis aussi ses habitudes, peut-être même aussi sa manière de penser, tu vois, parce qu'en vrai... c'est plus qu'un taf, tu vois, de se dire, ok, faut balancer de la flotte comme ça sur les feux de forêt. Il y a toute cette métaphore aussi dont on avait parlé, mais sur la question de l'environnement, parce que pour les feux de forêt démarrent parce que la terre se réchauffe, et comment on les éteint avec des milliers de litres d'eau dont on aura toujours plus besoin. Donc il y a une espèce de paradoxe qui narrativement est super intéressant. Malheureusement, c'est notre monde, donc ça fait un peu mal au cul de le dire comme ça, mais je pense que il y a une espèce de dichotomie entre les deux persos qui commence à être super intéressant. Alors du coup, si c'est des frères ou frères et sœurs, il y a vraiment quelque chose de super attendu, parce que c'est souvent comme ça que fonctionnent un peu les fratries dans les films, quoi. Ok, il y a un frère qui est le yin, le yang, tu vois, le blanc, le noir et tout. Donc ça peut peut-être être un peu chiant, pour le dire un peu facilement. Mais d'un autre côté, on sait que ça marche, et par rapport à la mécanique du récit, ça me semble pas être triché ou cliché, tu vois. Non. C'est là où c'est intéressant avec l'horreur, c'est que c'est un genre qui peut se permettre d'être beaucoup plus explicite dans sa construction, et pourtant le spectateur récompense ça. Parce qu'en fait, si c'est construit, il y a vraiment un plaisir de la même manière que quand on grimpe sur ce foutu grand 8 et qu'on voit la hauteur et qu'on entend le clic-clac, tu vois, du rail et du truc. Il y a vraiment quelque chose de ce genre-là. Alors que dans d'autres genres, c'est beaucoup moins codifié, mais du coup, parfois, c'est un peu plus brouillé. Les étapes, on les voit pas, on les manque. Et je pense que là, on a l'occasion de faire quelque chose d'assez bien construit, en fait, hein, je pense. Mais pour moi, du coup, ce perso, ce qu'il est dans ce récit, c'est vraiment l'avatar un petit peu du spectateur d'une certaine manière, et après il peut avoir une couleur bien précise, parce que si c'est juste un avatar, souvent ça le rend chiant. Donc je pense que ce côté coloré, ce côté unique qu'il a, c'est son côté immoral, tu vois. Et c'est ça qu'il faut explorer, et je pense que tout de suite c'est un personnage qui va être à la fois détesté, mais qu'on va adorer détester, tu vois, de se dire bah en fait c'est un mec cynique comme on l'a tous été un jour, ou qu'on l'est toujours à un moment ou un autre dans une vie, dans une semaine, dans une journée, j'en sais rien, tu vois. C'est aussi de se dire, face à tout ce monde qui nous dépasse, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah t'as un frère qui s'accroche, qui essaie de changer les choses, et l'autre qui veut lui dire, mais de toute façon toi aussi tu prends de la flotte, tu vois, et c'est pour éteindre des putains de feux et protéger les piscines des gens qui habitent dans les régions hyper huppées, où ils ont des putains de villas dans la forêt, tu vois, qui auraient pas dû exister en premier lieu. Donc il y a quelque chose d'assez puissant, je trouve, qui se construit entre les deux. Et après, bah, du coup, c'est un peu savoir est-ce qu'on a envie de faire le petit frère, est-ce qu'on a envie d'en faire un peu le grand frère dégoûté. C'est peut-être au final ça, tu vois, qu'il faut voir comment on balance les deux, ou est-ce qu'au contraire, là, on renverse les clichés sur ce côté-là, tu vois, et qu'au final, je sais pas, c'est
Je sais pas si c'est souvent l'aîné ou le plus jeune qui est le plus cynique. Moi, je suis l'aîné, donc faut pas que je parle. Moi non plus, je suis l'aîné, donc je peux pas parler non plus. Je dirais que les cadets, c'est les plus cyniques. Ah, ça me paraît assez accurate par rapport à ce que je connais. Est-ce qu'il serait le second? Je sais pas. Au départ, je pensais... Alors, j'ai ramené le côté frère parce que c'était l'un des thèmes que l'on avait gardé, que l'on avait rejeté parce qu'on l'avait pas au final, le frère. Il avait sauté, je crois, au 2e épisode, je crois. Donc, l'idée qu'il soit frère, je me suis dit, bon, ça, on raccroche les wagons au final. Mais j'avais pensé aussi au fait que c'est un père et un fils. C'est-à-dire le père devenu cynique et le fils qui essaye de se créer qui serait plus vertueux, quoi. Et au final, la situation montre que l'un est peut-être moins immoral et peut-être que ça va être sa trajectoire, et l'autre, parce qu'il est borné dans l'idée qu'il faut utiliser l'eau pour sauver les gens, sauver les maisons et tout ça, il est aveugle au fait que non, ton action, mon gars, provoque peut-être plus de dégâts que ce que ta volonté cherche à te pousser à faire. Ouais. Mais le côté père-fils, de toute façon, c'est aussi cliché quelque part que c'est ça, et frère, puis quoi. On était partis à l'origine comme deux frères, on est tous les deux les frères de quelqu'un, donc je pense qu'il y a aussi un côté... Enfin, moi je suis pas papa, toi tu as un peu plus d'expérience de ce côté-là. Ouais, mais du coup, peut-être que c'était intéressant de transformer cette relation-là. Mais je trouve que... Alors après, c'est bizarre parce que j'appelle de mes voeux voir plus de relations avec des frères, et peut-être plus nombreux que juste 2 ou 3. Enfin, souvent c'est plutôt 2 frères et sœurs ou 2 sœurs ou 2 frères. Mais du coup, peut-être que c'est un 3e personnage, tu vois, qui crée les liens entre les deux, parce qu'il y a une grosse différence d'âge, tu vois, par exemple, entre les 2 frères. Ou est-ce que, tu vois, il peut avoir ça. Bon, pas forcément un 3e personnage, parce que ça peut faire beaucoup, mais quelque chose qui crée un espèce de fossé un peu supplémentaire, qui nous permettrait d'explorer aussi une relation... de frère à frère qui est peut-être un peu moins cliché que celle qu'on a l'habitude de voir, à savoir soit un peu les frères ennemis, ou soit je sais pas, un peu les jumeaux Golden Boy, tu vois, que tu vois dans ce genre de film, quoi. Donc je sais pas trop, peut-être qu'au final le côté frère il faudrait le laisser tomber. Je repensais à un autre truc aussi qu'on a laissé tomber, mais c'est le côté voyou slash tolard, quoi, ancien tolard, ouais. Le bracelet, etc. C'est un truc qu'on a perdu. Là, tel quel, à l'heure où on enregistre ce podcast, j'ai l'impression que c'est pas très grave qu'on l'ait perdu. Ouais, peut-être ouais. Donc peut-être que non. En tout cas, la mécanique de l'eau a l'air plus intéressante à explorer, même si le time lock de pointer à un certain endroit à un certain moment était quand même intéressant. Mais je pense que c'est un peu supplanté par l'eau, et il faut pas trop multiplier aussi le nombre de mécaniques, justement. Je pense qu'il faut que ça reste lisible. Ouais. Souvent, plus c'est cohérent et bien tenu, et plus les gens ont tendance à adhérer, alors que des fois, à trop vouloir réinventer la roue, tu mélanges trop de trucs et tu t'emballes un peu les pinceaux. Bah surtout que on a trouvé tellement d'idées différentes et amusantes sur comment utiliser l'eau et comment utiliser l'horreur de l'eau, genre le pistolet à eau, le concours de t-shirt mouillé, enfin bref, il y a des trucs qu'on va forcément déjà mettre de côté, donc et puis il y a tellement de petites idées comme ça ludiques, que effectivement, comme tu le dis, rajouter cette histoire de ce bracelet et tout ça, c'est peut-être c'est peut-être de trop, quoi. Les brumisateurs sur tu sais, les terrasses ou sur les autoroutes. Je sais pas si ça se fait toujours, ça. Bah je sais pas. Après, les jets d'eau, les trucs, enfin tu vois, il y a tellement de... Si tu veux vraiment créer un truc oppressant, je pense que tu peux trouver, quoi. Ah ouais, non, mais je pense que oui, il y a... Mais juste tout à l'heure, quand t'as dit la quantité d'eau dans le corps, je me suis dit, mais attends, mais oui, mais carrément, quoi. J'avais complètement zappé cet aspect-là, quoi. Ouais. Non, mais il y a tellement de trucs de fou, quoi. Et j'aimais bien aussi ce côté, on repart sur tout à fait autre chose, mais tu vois, l'idée que si t'es contaminé à partir du moment où une partie de ton eau à toi est contaminée, ouais.
je sais pas comment tu contamines les autres gens, mais les gens pourraient avoir justement peur de ce truc-là, tu vois. Et explorer cette espèce de panique un peu, tu vois, si les gens sont des zombies, mais pas exactement des zombies, et que par exemple, je sais pas, ils pourraient baver en grande quantité, ou vomir de la flotte, ou tu vois, parler en se noyant à moitié, ça peut être totalement terrifiant, tu vois. Ils te demandent de l'aide, toi tu vois ce truc arriver, et t'es en mode, il faut pas que ça me touche, il faut pas que ça m'asperge, surtout pas, tu vois. Ça crée une distance supplémentaire, parce que les zombies doivent te mordre, tu vois, ils doivent t'attraper. Ouais. Là, ça, potentiellement, il peut te cracher dessus, il peut te vomir dessus. Ça peut être assez gaguesque, mais aussi, tu vois, dans le côté finalement assez terrifiant d'un Evil Dead, tu vois, où tu te dis, putain, en fait, quand le démon te vomit dessus, c'est quand même pas très agréable, tu vois. Donc, sans aller dans cette extrémité-là, effectivement, des gens qui foncent vers toi finalement pour avoir de l'aide, tu vois, ou qui vont envahir un hôpital ou un médecin, ou que sais-je, et en fait tu vas avoir de la flotte partout, et t'imagines très bien, en fait, il se cache dans une pièce, et d'un coup, bah, il y a la flotte qui rentre sous la porte, et il y en a de plus en plus, comme s'il y avait une inondation. En fait, c'est juste potentiellement tout plein de gens qui marchent et qui perdent la flotte autour d'eux, qui perdent ou en créent d'ailleurs, ou les deux en même temps, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez... Enfin, il y a un challenge à rendre l'eau terrifiante, mais enfin, au-delà du côté oppressant qu'on a dans des films type bateau qui coule, requin, etc., quoi. Mais je pense que ça pourrait être proprement, on va dire, terrifiant que de voir, j'utilise beaucoup ce mot, mais que de voir l'eau se répandre un peu partout comme ça, surtout dans des endroits sur Terre où on a tendance à considérer que si on veut l'éviter, on peut. Ouais. Bah non, du coup, c'est très compliqué, tu vois. Donc, je trouve ça plutôt cool. Par rapport à ce qu'on disait, par contre, sur les frères, j'avoue que j'ai encore un petit peu de mal à visualiser, mais du coup, je poserai un peu la question à l'envers pour nous faire avancer, parce que je crois qu'on n'a plus trop de temps. Peut-être encore un petit quart d'heure ou 20 minutes. Ouais, c'est ça. Mais du coup, est-ce qu'on a besoin qu'ils soient frères? Est-ce que c'est important pour nous, tu vois, qu'il y ait des frères? Bah, je me pose la question depuis le début. Et disons que ça nous permet une chose, c'est que ça nous permet de créer tout de suite l'interaction entre ces deux personnages. Donc, limite, ça nous grille l'étape de comment tu confrontes deux personnages qui sont étrangers l'une à l'autre à travailler ensemble. Parce que, quelque part, pour le moment, ils sont dans des interactions qui ne sont pas vouées à se croiser. Je vois pas pourquoi, par exemple, le pompier irait s'intéresser au gars qui vole de l'eau, quoi. Sauf si c'est son voisin ou son frère ou quelque chose comme ça. Et inversement, le gars qui vole de l'eau, bon, bah, il voit les Canadair voler. Peut-être que ça tu vois, ça l'affecte pas plus que ça non plus, quoi. Ouais. Donc, ça nous permet de court-circuiter un peu ça et de tout de suite avoir ces deux frères qui sont dans une espèce d'opposition tout de suite. Donc, je pense que c'est un élément un peu de facilité. Parce qu'autrement, il faut justifier le fait qu'ils interagissent ensemble. Alors après, ça peut nous créer une situation au final. Parce que là, on en a assez peu de situations pour le moment. Bah, c'est la complexité que ramène cette idée de deuxième frère ou deuxième personnage qui évolue sur un autre plan complètement. Parce qu'effectivement, comment ils vont se rencontrer, c'est vrai que si tu personnifiais pas du tout, si tu incarnais pas du tout cette idée de Canadair, c'était les aigles à la fin du Seigneur des Anneaux, quoi, tu vois, oui, ils arrivent, ils récupèrent les gens et voilà. Mais quelque part, ça crée, même si on les a pas là tout de suite maintenant, comme tu disais, ça crée ces frictions, ça crée ces moments de rencontre et de collaboration qui vont aussi amener l'histoire, tu vois, et qui peuvent aussi, quelque part, dans ce côté utilisation assez double de l'eau pour éteindre des feux ou pour s'enrichir, quoi, tu vois, et assez intéressante. En plus, ça peut être effectivement rigolo d'imaginer qu'il y a un frère qui a eu l'idée en regardant l'autre et qui a piqué des trucs dans la caserne locale de l'escadron de Canadair du coin, quoi, tu vois. Et je sais pas, je trouverais ça assez intéressant. Effectivement, on retrouve un peu les clichés. Il y aura un frère qui est un peu le gars détestable, et l'autre, ça va être le gars que tout le monde connaît, que tout le monde respecte parce que c'est un héros. On est dans Backdraft là, tu vois, mais je trouve que quelque part il y a quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, je visualise bien, tu vois, le deuxième frérot, tu sais, qui va boire un coup. Enfin, tu sais, tu suis les deux personnages, puis tu sais
peut-être pas forcément dans les premières minutes qui sont frères, Ouais. puis après ils se retrouvent tu vois à la Gaillette du coin, et t'as capté limite le début du film pourrait être un espèce de montage pas forcément parallèle mais qui se succède entre pourquoi un frère prend de l'eau et comment l'autre frère limite profite, je sais pas, par exemple de la situation un peu de panique qu'il y a autour des feux de forêt pour aller siphonner de la flotte partout où il peut. Donc le lac, pourquoi pas les piscines juste après que tu vois le feu soit passé. Limite il tape des trucs dans la baraque. On sait que c'est quand même quelque chose, enfin un espèce de putain de charognard quoi. Donc il pourrait même se faire son. Ça me fait penser, j'ai vu récemment là le Twisters. Tu vois, dans Twisters, Ouais. t'as toute une métaphore sur le fait que il prononce pas le terme de dérèglement climatique, ce qui est un peu bizarre, tu vois, parce que tu sais qu'il s'appuie énormément sur ça. Mais tu vois aussi que le film montre des gens qui sont prêts à se dire bon, bah, le réchauffement climatique, c'est une nouvelle méta pour notre business, quoi. C'est de se dire, bah, il va y avoir de plus en plus de tornades. Et il va falloir qu'on soit là de plus en plus tôt pour racheter les terrains aux gens qui auront tout perdu et seront prêts à les vendre à 50%, tu vois. Et donc, on pourrait presque avoir ça, mais le côté corpo en moins chez notre personnage principal, qui lui a la radio branchée sur les trucs de son frère. Ah, ok, là-bas, il y a un départ de feu, bah vas-y, je vais faire le tour et je vais piquer de la flotte dans les piscines avant que les pompiers arrivent, parce que eux-mêmes font ça, hein, tu vois. C'est excellent ça. Et du coup, c'est peut-être pas. Tu vois, d'abord, c'est peut-être l'eau dans les piscines qui sont en proie aux flammes et que les gens vont abandonner. Lui, Ouais. il se met limite en danger, tu vois. Il monte dans un 4x4, il est entre les flammes, je sais pas, tu vois, mais il connaît bien la région, donc il passe à certains endroits. Il siphonne la piscine avant que les gens arrivent. Et on va voir ensuite les pompiers dire trop bizarre, il n'y a pas assez d'eau, appelez les Canadair. Bon, bah là, on voit le deuxième frère, il prend les Canadair. Et puis, tu vois, au bout d'un moment, bah. Le gars peut pas non plus piquer de l'eau dans des piscines pour les revendre à d'autres piscines ad vitam aeternam et il va choper le lac au début de l'acte de ce qui serait peut-être l'acte 2, tu vois, vraiment, ou fin d'acte 1, tu vois, de dire je me mets en danger, je sais pas, il avait bien failli passer entre les flammes, il y a un tronc d'arbre qui est passé devant sa caisse, il se dit bon, la prochaine fois j'irai dans le lac, tant pis, c'est encore entre guillemets plus immoral que les piscines privées, parce que tu vois, c'est entre guillemets le bien public, quoi. Mais je vais le faire, quoi. Et là, le parallèle peut-être peut être déjà amorcé. Bon, c'est un truc que je bricole un peu comme ça à la volée, quoi, mais... Non, mais il y a deux choses que ça m'évoque. C'est que ce qui est intéressant, c'est que on considérait que c'était le dealer d'eau qui était le propagateur. Mais si c'était simplement les Canadair dès le départ. Bah, c'est possible, ouais. Parce que vu qu'ils prennent l'eau du lac... ce qui fait Après, que... ça pourrait l'être... en fait, ça pourrait être les deux, dans le sens où, encore une fois, avec ces narrations parallèles de trucs Je de pense, radio, ouais. tu peux apprendre qu'ils ont éteint un feu, mais qu'il y a des trucs chelous qui se passent. Ouais. Et en même temps, tout le monde est en mode, bah ouais, c'est comme ça, tu vois, il y a des trucs chelous qui se passent, il y a toujours des pillards, il y a des gens qui en profitent et tout. Et en fait, c'est pas du tout ça, il s'agit pas du tout de ça. Et en fait, toi, t'entends ça de loin, ou c'est le frère, hein, tu vois, le frère pompier ou pilote de Canadair. En fait, je sais même pas si lui-même il est pilote de Canadair, ça se trouve, il peut être juste pompier, tu Ouais, vois, pour pompier être au aussi sol, lui-même ouais. sur le terrain, tu vois. Mais Je pense... Enfin, ça m'évoque une idée. Donc, j'en ai beaucoup trop. Je vais le dire tout de suite, ma deuxième, c'est que le frère, en allant voler l'eau des piscines, est confronté pour la première fois à l'une des créatures qui a été affectée par l'eau envoyée par les Canadair. ouais. Comme ça, on a notre première rencontre. Bizarre, il s'attend à voir peut-être des personnes cramées au final, et Ouais, et il voit des trouve gens des personnes mouillés, noyées, ouais. quoi. Ouais, noyé, pardon. Ouais. Effectivement, ouais. Ouais, j'aime bien cette image, ouais. Le décalage, il est fort, en tout cas, pour démarrer la première scène, quoi. Donc, on sait pas trop ce qui va se passer, ça, on va le déterminer. Et l'autre aspect, tu disais sur le... On peut très bien ouvrir sur d'abord le frère et le Canadair, pour dire en gros c'est ça la menace, et l'autre qui va voler donc l'eau de piscine. Et comme ça, on a l'héroïsme du premier, et puis au final, cet héroïsme finit très vite par être plus le sujet, presque... Désuet, enfin. c'est ça, oui, très vite elle perd de son intérêt, quoi. C'est-à-dire que c'est plus... il est le propagateur du problème. Mhm. Et l'autre va devenir le propagateur du problème en continuant à vider, parce que l'eau de piscine qu'il récupère, elle est forcément mouillée par l'eau des Canadair, tu vois. Lui, il en a rien à faire, quoi. Oui, c'est sûr.
Mais du coup, il y a peut-être plus besoin du lac de base en fait. Si ce n'est parce que les Canadair vont passer dessus en fin de film et donc ça permet d'évacuer les gens. Oui, c'est ça. Et puis. Parce que les Canadair sont des hydravions. Il peut y avoir des hélicoptères qui prennent des poches d'eau. Ouais. Mais. Après, si les personnages sont dans la poche d'eau, c'est compliqué pour eux, quoi. Ouais, ça peut faire une super belle scène. Ouais, c'est clair. Mais non, j'avoue, ça peut être assez cool. Mais après, ouais, j'aimais bien l'idée de piquer l'eau du lac parce que c'était le bien commun, mais en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Il peut se dire, ok, là, les hydravions sont passés, j'ai 30 minutes avant que les autorités viennent boucler la zone, machin. Ouais. Les assureurs débarquent, donc je vais piquer ce qui reste, de l'eau et d'autres choses. Et en fait, on se rend compte que limite, il fait limite plus d'eau. Plus de business avec l'eau que de pécho les bijoux ou la télé qui a peut-être échappé au feu, tu vois. Waouh! Il serait full voleur. Bah franchement, moi je pense que s'il faut qu'il soit détestable, il est détestable de fou, tu vois. Je pense en même temps, David, est-ce que tu vois pas la scène où il est là, il se dit, tu sais, il voit la porte un peu péter et il se dit, ah aujourd'hui je peux faire plus que prendre de l'eau. Et genre il y a quelqu'un qui s'est fait asperger et qui débarque dans t'as ton premier zombie à ce moment-là, tu vois, et lui il part en courant parce qu'il pense que c'est quelqu'un qui est à moitié brûlé, et nous on a pas, en tant que spectateur on n'a pas trop vu, il remonte dans la caisse, il se casse et tout, et le lendemain il a oublié parce que c'est ce genre de mec qui dit faut surtout pas qu'on trouve des preuves de ce que j'ai fait, et peut-être il est tenté, tu vois, je sais pas s'il le fait vraiment, tu vois, mais... Ouais, et puis au sol il y avait des traces de pas mouillés. Ouais, c'est ça. Et puis il est passé à côté, et puis il avait aucune raison de dire oh tiens. Ou alors il est limite intrigué, tu vois, en se disant oui, c'est ça, oui, dans la piscine, tu vois, genre. Ok. Le truc, c'est pour le bilan, il faudrait quand même que l'on définisse un peu mieux l'origine de cette menace. Mm-hmm. En tout cas, que comme pour les corps de, c'est plus ou moins des zombies maintenant, mais des noyés qui reviennent. Ils sont pas morts, je pense. Non, ils sont mourants, ils se noient, peut-être. J'imaginais bien un truc, c'est très fantasy plus dans l'esprit, tu vois, mais genre un espèce d'état de noyade permanent, quoi. Tu vois, en mode tu meurs, mais tu meurs pas, quoi. C'est long, quoi. Ouais. Ils viennent te voir comme ça, et ils font David. Et c'est chiant pour eux, tu vois. Mais la question, ouais, c'est tiens, comment ils représentent une menace ? Si c'est juste des gars qui se baladent en clapotant, ouais. Bon, bah tu l'évites, quoi. C'est terrifiant quand même. Ouais, mais tu te dis, pas de bol, le gars, quoi. Toute une ville de gens comme ça, c'est flippant. Surtout s'ils peuvent avoir encore... Moi, en fait, je trouve je reviens au côté Annihilation, mais le fait qu'ils puissent encore parler, quoi. Le fait qu'ils soient potentiellement en mode malade, tu vois, des espèces de pestiférés chelous 2.0 noyés, et des gens qui, quelque part, essayent juste qu'on les aide, mais qui ont ce côté, effectivement, un peu fou, presque animal, tu vois, d'instinct de survie. Ils voient quelqu'un, ils foncent dessus pour potentiellement les aider, mais il y a vraiment quelque chose de... tout en se liquéfiant, tu vois, au fur et à mesure, et ça peut être vénère, quoi. Ouais, mais en quoi ils représentent une menace ? Au pire, ils vont être parqués dans un endroit, et on va les laisser continuer à se noyer, ou envoyer dans un hôpital, et puis... Ils représentent une menace, parce que la contamination via l'eau, entre le fait qu'ils en foutent partout, et qu'ils bavent, et qu'ils te crachent dessus, est hyper rapide, quoi. Ok, on est vraiment dans une histoire, c'est ce que je pensais tout à l'heure, mais très très post-Covid, quand même. Ouais, peut-être, ouais. Après, je pense que ça joue, il y a un imaginaire un peu inconscient, tu vois. Je pense que c'est pas volontaire nécessairement, en tout cas pas de mon côté, mais je pense que oui. Après, je veux dire, tu regardais The Last of Us l'année dernière, c'était pas possible de pas non plus oui, non, mais faire des parallèles, tu vois. Parfois, on est un petit peu rattrapé. Je sais pas, moi, je suis assez à l'aise avec cette idée-là, tu vois. Et après, ça peut être aussi... en fait, ça peut être aussi une menace dans le sens où si toute l'eau est contaminée et qu'il fait 40 degrés, comment ils boivent, s'il y a un enfant, s'il y a quelqu'un à protéger, si tu vois, ça crée ce truc-là, quoi. Ok. Mais c'est pas une menace physique au final. En fait, j'aimais bien cette idée du zombie un peu classique, tu sais, qui est pas si menaçant, mais dans la masse et dans le côté contaminant reste quand même... faut pas traîner là, tu vois ce que je veux dire. Et en même temps, avec la campagne, tu peux mettre de la distance, mais tu peux aussi tomber sur eux, et tu peux en avoir de toutes sortes, si tu as envie de décliner, par rapport au fait que du t-shirt mouillé au concours de pistolet à eau, plein de gens peuvent être contaminés facilement, quoi. Ouais, et puis de manière différente. Et avoir des réactions différentes. Tu peux avoir des corps boursouflés, ou des corps contaminés, genre t'as pris un coup de pistolet à l'eau dans l'œil. Ouais. Bon.
Et puis tout le monde va se dire, bah attends, en fait, le seul truc qui nous permet de survivre et d'avoir de l'eau, c'est faut pas prendre l'eau des douches parce que potentiellement elle est contaminée, ni du robinet, donc il faut aller chercher de l'eau dans le supermarché, donc t'as les émeutes, donc voilà, t'as pas forcément aussi... Les gens les plus dangereux, c'est pas forcément les gens qui sont contaminés, c'est les gens qui vont vouloir survivre à tout prix, et tu vois, avec avec la paranoïa de peut-être une région qui est un peu coupée par les flammes, quoi, tu vois. Bah, c'est très The Walking Dead, c'est très histoire de zombies là. Ouais, c'est clair. La menace, c'est pas le zombie, c'est l'homme. Les deux. Les deux. Ouais, ok. Mais ta question était intéressante, cela dit, tu vois, genre, est-ce que c'est vraiment là-dedans qu'on veut aller, tu vois, Ouais, et c'est ça. jusqu'à quel degré on est capable de le faire. Ça dépend, en fait. Après, il y a aussi peut-être un côté, bah, en fait, les gens commencent à être contaminés, on sait pas comment les aider, et ce personnage hyper cynique, il veut juste se barrer. Et alors que d'autres essayent d'aider, mettre en place des solutions, on n'est pas obligé d'avoir vraiment ce côté ultra l'homme est un loup pour l'homme, tout le monde se tire dessus, tu vois. Surtout en France où on va pas tous avoir des calaches dans le coffre du pick-up. Ouais, mais quoi, à la donc, campagne, t'as forcément un fusil. ouais, il y a un fusil, il y a un truc, quoi. Et puis en plus, je pense que visuellement, éclater un corps plein d'eau, c'est comme tirer sur une pastèque en mieux, quoi. Ouais. En mieux, t'as dit. Ouais, ok, j'avoue. Ou alors après, il faut peut-être que la contamination soit plus lente, tu vois, entre guillemets, que les gens soient malades. Alors là, on est vraiment dans le post-Covid, tu vois, mais je veux dire, ah tiens, tous les gens sont un peu violets, ils se sont baignés dans le lac, ça va pas. Ils ont bu l'eau du robinet, ça va pas non plus. Et le perso, qui lui est un dealer d'eau, bah, et va commencer à connecter ce qu'il a vu dans la première scène, tu vois, et lui éviter à ça. Et limite va faire son business là-dessus, va racheter de l'eau, va piquer de l'eau aux agriculteurs parce que tu sais ils ont des stocks d'eau de pluie ou je sais pas, enfin tu vois, et c'est peut-être un peu plus pertinent et moins américanisé quoi. Ok. La question que je me pose, c'est dans quel type d'horreur on est. J'ai l'impression qu'on boucle avec le début du podcast. C'est bien, c'est presque la fin donc il faut boucler. Parce que est-ce qu'on est dans une horreur à la Alien? Est-ce qu'on est dans une horreur à la Darkwater ou à... Elle est où la menace? Elle est où l'horreur? Parce que là, ce que tu me racontes, j'ai l'impression que ça me fait penser aussi à La Peste de Camus, tu vois, qui est pas le livre d'horreur le plus formel en tout cas. Ouais. Donc, parce que si c'est une contamination que on traite comme une maladie, elle est où l'horreur? Elle est où? En quoi ça effraie? Quel impact ça a sur le personnage et quel impact ça va avoir sur le spectateur? Si tu vois la menace type zombie, c'est facile, tu vois à peu près ce à quoi tu t'attends. C'est limite dommage que ce soit des zombies quelque part parce que c'est presque convenu. Je suis d'accord. Mais moi je pense que la menace doit venir de l'eau en fait. C'est de se dire potentiellement s'il y a des gens qui sont baignés, ils ont un premier truc, et il y a un premier stade, tu vois, il y a des stades un peu comme il y a des stades de gestation de l'alien, tu vois. Et du coup, c'est ça, l'horreur, il est là. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit peut-être juste, ah bah tiens, c'est un truc inexplicable, l'eau du lac, attention, vous baignez pas. Puis les gens continuent d'aller dans leur piscine, qui vient aussi de l'eau du lac. Ils continuent à boire l'eau du robinet, qui vient de l'eau du lac, ou qui tire sa source quelque part proche, tu vois. On est dans le coup, fantastique alors. Bah du coup, t'as une espèce de progression, tu vois, là-dedans. Et à un moment, par contre, ça te déraille. Et peut-être que la partie zombie, c'est entre guillemets juste l'acte 3, avec tout le monde qui... Pas tout le monde au même moment, mais tu vois, avec des trucs de plus en plus dégueux. Et en fait, un besoin de s'échapper de cet endroit où effectivement, bah du coup, tu peux limite t'amuser. Le truc du t-shirt mouillé, il peut être setup en acte 1. Les gamins qui chargent leur pistolet à eau. Et puis, tu sais, en fait, quand toi, tu commences à comprendre que l'eau va être le vecteur, tu commences à avoir plein de détails et tu te dis oh mon dieu mais ça va aller super vite, et typiquement celui qui prend de l'eau dans l'œil à cause du pistolet à eau, il peut devenir une créature peut-être plus créature entre guillemets mais plus rapidement que les autres quoi. Ok, la question c'est comment notre personnage principal s'en rend compte, comment il a conscience de ça, à quel moment il a le déclic de se dire l'eau que je vole ou l'eau qui s'échappe des gens, les larmes par exemple ou je ne sais quoi, affecte la population. En quoi on est face à une contamination et cette contamination n'est pas microbienne ou virale, mais elle est liée à l'eau
Ouais. dans toutes ses formes. Bah, est-ce qu'il il revend pas l'eau qu'il a captée en acte 1 dans la scène plus ou moins d'ouverture, bombardée par les Canadair, par exemple, à des jeunes bourgeois, comme on disait. Il y va le lendemain matin, il charge la piscine. On a le jeune bourgeois numéro 1, un tête à claque, qui lui dit tiens, toi, t'as l'air marrant, passe à la soirée cette nuit, tu vois. Et quand il arrive, ça part grave. Enfin, il assiste à cette scène où c'est. Soit il arrive et c'est déjà parti en couille, en sens où il y a un mec qui est plus noyé que les autres, ou alors c'est un truc hyper instantané, c'est-à-dire ça se déclenche à un moment précis, et du coup, il voit de ses propres yeux que l'eau qu'il a ramenée. Parce que c'est censé. Si on revient à ce qu'on a dit sur le perso, que c'est le vecteur, c'est lui qui transmet, bah en fait, ouais, il a pris l'eau d'un endroit qui sait avoir été aspergé grâce à ce que son frère lui a dit, par exemple, ou un certain nombre de trucs. Et il peut connecter à ça quand lui l'a distribué et qu'il se rend compte qu'effectivement, il y a une sorte de deuxième étape parce que ces gosses qui se sont baignés dans le lac la veille, on leur a peut-être dit, et là on est tout à fait dans le commentaire Covid, mais bon, allez. Allez vous cloîtrer chez vous, tu vois. Allez vous mettre en, je sais même plus comment on dit. Il y a un couvre-feu, vous avez plus le droit d'aller dans le lac. Bon bah on va dans la piscine de papa et maman, ça tombe bien, ils sont partis en vacances et on a acheté toutes les bières au Leclerc du coin et il y a l'autre connard qui va nous livrer l'eau ce matin de toute façon. Parce que potentiellement l'eau à ce moment-là est interdite dans les piscines parce qu'elle a été réquisitionnée en prévision de la sécheresse. Mais du coup, lui, il a récupéré de l'eau et c'est là qu'il se fait de la thune. Il contourne ses règles d'interdiction de remplir les piscines. Et en fait, c'est en remplissant la piscine le matin et quand il voit la gueule de la pool party le soir, il se dit il va se passer quelque chose de problématique, tu vois. Et en plus, le frère est un pompier qui n'est pas un pilote de Canadair, mais un vrai pompier. Le récit peut en fait à la fois les montrer comme frères de temps en temps, mais pas les rassembler avant un certain point. Type, comment ces gamins pourraient avoir eu de l'eau et genre le frère pompier peut arriver le lendemain ou dans la nuit parce que les voisins ont appelé et qu'ils entendent des cris et des hurlements dégueulasses comme si quelqu'un se noyait ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, et lui, il les aurait abandonnés. Donc notre personnage, il est vraiment détestable, tu vois. Mais en même temps, qu'est-ce que tu fais quand tu sais que t'es responsable de ça, quoi, et qu'il y a entre guillemets plus rien à faire. Ok, j'ai une idée. Ouais, je vois, j'ai vu dans tes yeux. Les gens ne les ont pas, mais moi je les ai. J'ai vu naître l'idée dans tes yeux. Deux choses. Je pense que la pool party arrive après la rencontre avec le premier noyé. Ouais, c'est sûr, ouais. Parce que le premier noyé, ça peut être le gars dont il pille la baraque. Ouais, le gars dont il pille la baraque, il tombe sur ce... Tu vois typiquement un petit vieux qui a pas voulu abandonner sa maison, tu vois. Ouais. Et il tombe sur lui, le gars s'enfuit, il est impressionné. Est-ce qu'il lui porte secours ? Ah, on pourrait questionner un petit peu son immoralité, ça peut être intéressant. Ouais, c'est ça. On va pas répondre pour le moment. Et il est donc, il va remplir la pool party, vu qu'il vient de voler de l'eau et il a son butin. Mm-hmm. Et à la pool party, il y a son frère. Et la première rencontre entre lui et son frère, c'est à la pool party. Il est avec les jeunes cons. Potentiellement. Et donc, du coup, peut-être que le pompier, il est jeune. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, il lui dit d'où t'as eu cette eau et tout. Ouais, machin, c'est ça. Et puis... Est-ce que t'as quelque chose à voir avec le fait qu'il y a 6 mois, on nous ait volé une pompe à hydravion dans la caserne à Aix-la-Chapelle? je sais pas. Enfin, tu vois. Et puis, quelque part, il est... son frère est peut-être plus mesquin ou plus dual que celui dont on pensait qu'il était immoral, parce qu'il va faire la fête avec ses copains, peut-être sans questionner d'où provient l'eau, ou peut-être qu'il le sait mais il s'en fout. Ouais, final. C'est ça. Et c'est vrai que ça peut être intéressant le fait qu'il soit pas vraiment yin-yang, ouais. Mais un côté, enfin yin et yang, mais yin-yang tous les deux, tu vois, en mode c'est genre ça. Ouais, je suis pompier, je sais qu'il faut aider les gens, mais globalement, enfin, j'ai 19 ans peut-être, tu vois, c'est un, je sais pas, ou même peut-être il est même plus jeune, et c'est un jeune sapeur-pompier, tu vois, il a 16-17 ans, et c'est un peu en mode... l'engagement c'est important, mais faire la teuf avec les copains aussi, tu vois. Ouais, parce qu'il y a beaucoup ça. Si on reste dans la métaphore Covid, on peut se dire par exemple qu'on a forcé pas mal les jeunes à se protéger pour pas mal de gens plus fragiles, plus vieux, qui eux en retour ont aucun scrupule à, par exemple, je fais de la politique de comptoir, mais à voter à des trucs anti-jeunes, quoi, quelque part, ouais, tu vois. Et du coup, je trouve que ça serait intéressant d'avoir ça, tu vois. J'ai l'impression qu'on tient un truc. Et ce qui fait que d'ailleurs, il peut très bien, notre personnage principal,
essayer de sauver celui qui l'a attrapé, tu vois. Ouais, complètement. Alors, il va falloir quand même faire attention parce qu'il faut pas qu'il soit contaminé tout de suite, par contre. C'est ça, c'est clair. Non, mais après, tu vois, lui, il peut être. Le pompier peut avoir des réflexes et en même temps dire attendez, genre, le touchez pas. Enfin, si on parle par exemple de la pool party et que ça devient une espèce d'accident, je pense que les deux frères peuvent avoir des trucs à dire et à commenter sur la situation et c'est ça qui est intéressant. Et il y en a un qui peut avoir presque du matos agricole, de tracteur, des gants de protection, machin, et un pompier là qui lui est en civil et finalement est dépassé par les événements parce que lui a pas son matos, lui a pas sa tenue et du coup il y a une espèce, on pourrait quelque part inscrire cette inversion des rôles que là j'ai l'impression que tu as réussi à dessiner avec ton idée un peu de manière permanente, c'est-à-dire le frère est immoral, non en fait c'est l'autre, ah non finalement peut-être lui est moral, ah non mais c'est lui qui est moral, et tu vois avoir ce truc là et qui finalement me rappelle pas mal les chamailleries entre frères et cette rivalité et ce respect mutuel qui coexiste, même si d'un point de vue extérieur ça peut paraître stupide, c'est très vrai, tu vois. Ouais, et pour justifier le fait que le dealer d'eau n'est pas secouru, il peut simplement appeler les pompiers pour le premier noyé. Comme ça, lui, il n'est pas en contact. Il a fait quand même un acte où tu te dis ah, peut-être qu'il n'est pas si pourri que ça. Et effectivement, le frère... Mais David, aussi, tu disais, faut pas qu'il soit contaminé trop tôt, mais est-ce qu'il n'y a pas un des frères qui est contaminé vachement tôt? Et c'est l'enjeu du récit, c'est d'essayer de le sauver aussi, tu vois. Est-ce qu'on en est là? Je sais pas. C'est la question pour le prochain épisode, peut-être, tu vois, mais... Si on part sur le fait que c'est pas exactement un truc de zombie inéluctable, mais que c'est quelque chose qu'on essaie de comprendre avec du body horror, ça peut être stylé, le côté, y a un des deux frères qui est contaminé et... Il va tout falloir tout faire pour essayer de survivre à ça, tu vois. Oui, mais il voudra forcément le sauver. Bah, il voudra le sauver, mais est-ce qu'il peut? C'est la question. Bah, la question, c'est qu'on a du mal, quand même à définir l'origine et... Enfin, on l'a pas questionné au final. Et on arrive à la fin de l'épisode, donc on le questionnera pas cette fois-ci. Bah, disons qu'en fait, à défaut, on a répondu à cette dynamique de frère qui a l'air d'amener un moteur dans le récit. Après, les origines, je pense, c'est important. Enfin, moi, j'ai ce combat tout le temps avec mes collègues qui me disent « Oui, mais pourquoi c'est comme ça ?» En fait, je leur dis « Pour l'instant, je sais pas. Mais après, si fondamentalement ça marche et que ça crée le truc, on pourra trouver toujours a posteriori. Et pour nous, en fait, cette espèce d'explication. Mais le côté, tu vois, pareil, si on reste dans la métaphore avec l'environnement qu'on va essayer de mentionner, contrairement à Twisters... C'est évident que de toute façon, le côté l'eau contaminée, encore la semaine dernière, j'ai lu un article là-dessus que Nestlé Waters va être condamné parce que, tu vois, dans mon bled, dans les Vosges, l'eau, elle est contaminée de 3 sources différentes. Ouais. Et ils la vendent avec un truc sur lequel ils n'ont pas le droit depuis, je sais plus, 6 ou 8 ans. Et tu te dis, ils empoisonnent les gens. Ils le savent, hein, ils continuent de le faire. Donc, tu vois, pour moi, il faut qu'on aille là-dedans, tu vois. L'idée que la source, elle est pétée de fou, tu vois, et que ça pose pas de problème aux gens parce que, je sais pas, ah bah oui, mais c'est un bassin de l'emploi, mes couilles, et puis on a déversé, je sais pas, des hectolitres de flotte pour protéger l'usine qui, au final, peut être l'endroit un peu du troisième acte ou que sais-je pour, tu vois, emballer le récit, quoi. En tout cas, je suis hype. Moi aussi. La question, c'est est-ce que l'idée du conglomérat, de la société qui est à l'origine de la... Tu l'avais déjà nommé, je pense qu'on était parti plutôt là-dessus. Et la question, c'est est-ce que l'on va personnifier cette société? Bah, ça peut être une bonne société, une bonne société, rien à voir. Non, mais un bon sujet d'épisode que de savoir c'est quoi est-ce qu'il y a des antagonistes, est-ce que c'est, tu vois, là on a beaucoup parlé de la menace peut-être et des mécanismes qui peuvent en découler. Peut-être qu'un bon complément, c'est pour ça aussi pour vous dire que tout ça fonctionne pas en vase clos, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais peut-être de se dire, bah tiens, est-ce qu'il y a pour reciter Aliens, est-ce qu'il y a un Burke, tu vois, est-ce qu'il y a un mec qui représente les intérêts de cette société-là à un moment, et s'il y en a un, est-ce que du coup, lui, il veut faire son blé sur cette espèce d'expérience à grandeur nature qui va arriver? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui en est victime? Est-ce que c'est le troisième frère s'il y a 3 frères? Est-ce que c'est... Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qu'on peut amener, quoi. Ok, bah je pense qu'on va rester là. Yes. Parce qu'on a une question pour la prochaine fois. On est trop chaud. On est trop chaud. On a été hyper efficace. On a carrément des scènes déjà, des entrées, des ouvertures, des nouveaux personnages. Et au final, malgré nous, on a réussi à mieux définir le personnage principal. Ouais.
Bah, comme quoi, des fois, c'est un peu l'entourage qui fait briller ou en tout cas permet de mieux définir un perso, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis c'est aussi des fois trouver le bon angle qui va nous permettre de peut-être poser la bonne question ou de mieux définir ce personnage. Parce qu'au final, ce qui nous a marqué, c'est aussi le fait que l'on joue avec la question de la moralité. Et je pense que c'est ça qui nous a beaucoup plus plu et qui nous a aidé à créer ce personnage. Hey, yes. C'est cool. Bien joué. Ouais. GG David. GG Thibaut. Merci. GG Lia. Qui nous déteste. Allez, on va donc se laisser là. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut. Salut. Early this morning, when you knocked upon my door. Early this morning, when you knocked upon my door. And I say, hello Satan, I believe it is time to go. See my man until I get satisfied.